Nous avons donc le plaisir ce matin d'accueillir Paul Amar. Bonjour Paul. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'être avec nous ici, dans cette maison que vous connaissez bien, Merci mais dans laquelle on ne vous voit pas assez souvent, donc j'espère qu'on va vous voir un petit peu plus. Blessure, c'est le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions Talendier, un livre tout à fait remarquable, Paul Amar, un livre différent de ceux que j'avais pu lire de vous, qui étaient un peu de romans, enfin Scènes de la vie de province, et je me rappelle d'Œil de verre, qui était un très très bon livre. Là, c'est à la fois une biographie, parce que vous racontez beaucoup de votre vie. Et puis, surtout, j'ai envie de dire, c'est un gros coup de gueule, ce livre. Oui, je dis ce que je ressens. Je dis que je ressens un trouble. Je le dis aujourd'hui, alors que ce trouble, je le ressens depuis le début des années 80. Je l'avais gardé pour moi parce que je m'interdisais de l'exprimer, tout simplement parce que j'animais des émissions, de débats notamment, et j'étais dans une posture de médiateur. Donc, je ne me donnais pas le droit d'exprimer un point de vue personnel. Là, je le fais. C'est un sentiment personnel que j'exprime et qui, justement, me permet de dire mon inquiétude. Je parle de moi, c'est vrai. C'est la première fois que je le fais. Je raconte mon histoire, c'est vrai. Mais en racontant mon histoire, je raconte notre histoire, l'histoire d'un pays qui s'appelle la France, qui est mon pays. Je suis né en Algérie, mais je suis né français. Et je tiens à le dire haut et fort. Je veux même dissiper tout malentendu, même si je suis très bien accueilli chez vous et par vous. Ce n'est pas un livre de juif, d'un auteur juif. C'est un livre d'un auteur français, journaliste, républicain et attaché aux valeurs de la République. Mais vous le dites souvent dans le livre, même quand vous n'avez pas voulu, c'est l'histoire de Sartre, même quand vous n'avez pas voulu vous voir comme juif, on vous a souvent désigné comme cela, que ce soit même d'autres juifs, on va peut-être aborder le sujet tout de suite, ou autrement. Et vous avez toujours voulu dire, voilà, je suis d'abord français, journaliste, attaché au service public, etc. Mais c'est l'objet même de ce livre. C'est pour ça que je parle de trouble. Ça devait être d'ailleurs le titre initial de ce livre. Oui. Et finalement, avec Dominique Missica, l'éditrice, on a choisi, à sa demande d'ailleurs, ce titre Blessure, qui est effectivement beaucoup plus fort que trouble. Mais je reste attaché à ce mot, le trouble. Je n'ai jamais pris, vous en savez quelque chose, puisque vous me dites très gentiment que je ne viens pas souvent chez vous. Je n'ai jamais pris la posture du juif dans ma vie sociale, dans ma vie publique, dans ma vie professionnelle. Je refuse de parler de ma vie intime. Et d'ailleurs, je rassure l'auditeur et le téléspectateur, puisqu'on est aussi désormais sur le net, je le rassure, ça n'est pas Closer. Voilà, ça n'est pas un livre miroir. Je ne parle pas de ma vie intime et je ne le ferai jamais. En revanche, je parle de ma vie publique. Je suis identifié par les téléspectateurs. Ils savent ce que je fais depuis tant et tant d'années et ils savent que je n'ai jamais pris la posture du juif. Et c'est pour ça que, vous avez raison de le mentionner, je suis parti de cette réflexion de Sartre sur la question juive. Il en a fait un livre et de sa phrase, elle est de lui. Si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. Eh bien, j'en suis la preuve vivante aujourd'hui et attristée de cette réflexion de Sartre. L'autre, l'antisémite, m'a ramené à cette condition-là. Alors que moi, je n'ai pas pris la posture du juif. Il m'a désigné comme tel, non pas pour simplement me désigner, mais pour me stigmatiser. Évidemment, je parle de moi pour incarner en quelque sorte le problème. Mais je pourrais citer des dizaines et des dizaines de noms de personnalités françaises, supposés juifs, désignés par Le Pen début des années 80, Dieudonné aujourd'hui pour aller vite, pour être stigmatisés. Et parfois, je mets ce mot entre guillemets, mais on peut tuer par les mots, lyncher. Et on l'a vu avec les actes antisémites ces dernières années, et vous y revenez, et on va y revenir. Vous dites au début du livre, Paul Amar, je ne pouvais plus taire la détresse de la communauté juive. Vous trouvez que, évidemment, et c'est vrai que c'est des mots qui d'un certain côté font du bien aussi, je pense vont faire du bien à nos auditeurs, parce qu'ils vont se rendre compte que ce qu'ils vivent parfois dans les quartiers, en France, et même un petit peu partout, quelqu'un de votre notoriété, de votre parcours, le ressent exactement comme eux. Oui, j'ai tenu à le dire parce que c'est une détresse muette. Alors évidemment, il y a des débats qui font la joie de certains animateurs, où l'on entend Finkielkraut venir débattre à la télévision, mais d'une façon théorique, pas personnelle. Mais il y a une majorité invisible aussi, il y a une majorité muette dans la communauté. Elle se tait. Il y a des jeunes juifs qui aujourd'hui sont agressés quotidiennement. Les médias ne peuvent pas tout dire. Alors évidemment, quand il y a les assassinats horribles de Toulouse, des enfants qui sont tués à bout portant et de sang-froid, quand il y a la tuerie de Bruxelles, quand il y a l'enlèvement, puis la torture, puis l'assassinat dégueulasse d'un salopard qui s'appelle Fofana,
Alors évidemment, les médias en parlent, parce qu'on est dans ce que j'appelle, moi, j'en fais partie, je ne suis pas donneur de leçons, dans la logique du diable. Les médias parlent de ce qui est monstrueux. Mais les médias n'ont pas le temps, et surtout avec la crise économique aujourd'hui, de parler de ces faits divers quotidiens, qui sont plus que des faits divers, et qui sont des agressions contre de jeunes juifs, tout simplement parce qu'ils sont juifs. Et donc ça, c'est absolument insupportable. Et effectivement, compte tenu de mon identité, de ma notoriété, de mon parcours, je m'autorise aujourd'hui à le dire. Et je me fais en quelque sorte le porte-parole de cette communauté, sans en faire partie d'une façon, vous le savez, pratiquante ou obsessionnelle. Donc voilà. Et c'est la raison aussi pour laquelle je parle. C'est parce que, comme j'ai mis en avant toujours des convictions humanistes et plutôt laïques, je m'autorise à le faire. Et c'est la raison pour laquelle peut-être vous serez plus écouté que d'autres, parce que justement, on sait que votre parole est rare et que vous n'avez pas l'habitude de la prendre sur ces sujets-là. Avant qu'on va revenir à ce cœur du sujet, mais j'ai envie qu'on revienne à ce qui est le début du livre. C'est votre enfance en Algérie. Et j'ai envie de dire que cette enfance en Algérie explique aussi, évidemment, beaucoup l'homme que vous êtes devenu, le journaliste que vous êtes. C'est Constantine et c'est l'Algérie en pleine guerre civile. Vous avez bien compris que tout ce que je raconte est au service d'un propos, qui est un propos politique. Si j'évoque mon enfance aussi pour la première fois, c'est parce que la situation aujourd'hui me renvoie à cette enfance. C'est quand même extrêmement dérangeant. C'est quand même extrêmement troublant. Ce qui se passe aujourd'hui en France, je l'ai vécu enfant, à une différence près, qui est capitale. C'est que enfant, en Algérie, ma famille a souffert d'un double antisémitisme. Antisémitisme de salon, qui a été meurtrier, Pétain. Mon père fonctionnaire perd son emploi. Mes grandes sœurs, je ne suis pas encore né, sont virées de l'école, sont virées du collège. Antisémitisme de rue, j'en souffre moi-même, puisque quand je vais à l'école... Sarcelles Constantine, c'est la même chose. Ouais. Sarcelles Constantine, c'est la même chose. Quand je vais à l'école, on me dit sale français, on me dit sale juif. D'ailleurs, mes parents me dissuadent d'aller à l'école, mais je tiens à aller à l'école. Et il y a un long chemin qui... Je vais me le permettre ici, c'est un chemin de croix pour moi. Il y a un long chemin du domicile à l'école où je suis insulté, où je reçois des jets de pierre, et il y a même un jour un attentat. Là, je suis sorti de l'école, je joue au billes avec un copain, et il y a un attentat, et j'en suis moi-même victime, mon copain également, mais on survit. Et aujourd'hui, il y a un double antisémitisme. Celui d'extrême droite, je continue de dire l'extrême droite, même si on me dit que le Front National va peut-être changer de nom. Et il peut changer de nom, mais ça ne change pas le fond. Non, et un antisémitisme islamiste. Et c'est quand même étrange. Alors la différence qui est capitale, c'est que l'Algérie avait une guerre d'indépendance. À 7 ans, 8 ans, je n'étais pas en âge de comprendre. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, et je le pense vraiment, l'indépendance était inéluctable. Il fallait accorder l'indépendance à l'Algérie, comme elle a été accordée à la Tunisie et au Maroc. Dommage que cette indépendance, exactement, se soit faite dans la douleur et dans la tragédie, tout simplement, en Algérie. Et dans toute guerre, d'indépendance ou pas, il y a des dégâts collatéraux. Malheureusement, on le voit dans toutes les régions du monde aujourd'hui. Il y a des civils qui sont victimes collatérales des guerres. Mais on est en France. Le pays est en paix avec ses voisins européens et maghrébins. Et Dieu sait si le pays est accueillant. Moi, je rends hommage à la France, qui a toujours accueilli l'autre. Et parce que je ne veux pas confondre, je dissipe aussi un autre malentendu, les deux France. Celle que je dénonce, oui, ce que vous dites. On est sur un versant sombre, et celle que je glorifie, à qui je rends hommage, celle des droits de l'homme tout simplement, et qui est heureusement, et Dieu merci, majoritaire. Donc je trouve incompréhensible, c'est pour ça aussi que je parle de mystère dans le livre, et scandaleux que certains s'attaquent à des minorités, en l'occurrence la minorité juive, qui d'ailleurs devient de plus en plus minoritaire. Oui, ça, c'est clair. Elle compte si peu aujourd'hui dans le pays. Et quand je dis incompréhensible, je parle même de mystère. Alors ce livre, c'est un témoignage. Ce livre, c'est aussi une réflexion tirée de ce que j'ai vécu. Mais c'est aussi une enquête sur ce mystère de l'obsession juive. Et là, autant sur le témoignage, je sais de quoi je parle, après tout, puisque je parle de mon propre parcours. Sur la réflexion, bon, c'est mes outils à moi. Sur le mystère et sur l'enquête, échec. Je ne comprends pas. Vous ne pouviez pas trouver. Non, échec. Voilà. On ne peut pas comprendre. Alors, il y a des considérations géopolitiques. Oui. Qui expliquent l'islamisme aujourd'hui. Ça, c'est l'autre c'est une hydre à deux têtes, clairement. Mais sur le comportement d'hommes comme Jean-Marie Le Pen, début des années 80, Dieudonné aujourd'hui, je ne comprends pas
quand je dis je ne comprends pas. Si je veux proposer une grille de lecture politique, je ne comprends pas. C'est ce que vous si en proposez à un revanche, moment, je ouais. m'attache à la personnalité, au caractère des hommes, là, on progresse un tout petit peu. Clairement. On va revenir encore à l'Algérie à un moment, Paul Amar. Vous avez parlé de l'attentat qu'il y a eu à côté de votre école. Il y a la mort de Cheikh Raymond aussi, qui, on le sait, a été un signal de départ pour beaucoup, un choc, évidemment, et vous étiez à côté. Mais je vais vous dire, je pense aujourd'hui que l'assassinat de Cheikh Raymond m'a davantage marqué et traumatisé à vie que l'attentat dont j'ai été victime. Oui. D'abord pour une raison simple, c'est que l'attentat, c'est vrai que je suis gosse, c'est vrai que c'est traumatisant pour un enfant, mais je suis blessé, c'est une bombe qui explose, mais je survis, je suis là en face de vous. Cheikh Raymond n'est plus là. Et l'attentat, je suis une victime collatérale. Voilà, c'est une bombe qui a été explosée à l'aveugle dans la rue. Moi, je joue au billes avec mon copain et on est blessé. Mais il y a aussi des morts quand même. Alors que Cheikh Raymond, c'est différent. C'est un assassinat politique. Cheikh Raymond, alors les auditeurs le savent, je le dis souvent à des Français qui ne sont pas juifs, et je leur explique qui était Cheikh Raymond, et c'était une légende, et nous on le sait, aimé par les trois communautés. Donc manifestement, ça avait un sens très précis. Et d'ailleurs, les assassins ont triomphé, puisque les communautés chrétiennes et juives ont vite compris qu'elles devaient partir. C'est le signal du départ. Et effectivement, mon père m'avait envoyé place Négrier, voilà. J'allais de la rue Chevalier où j'habitais à la place Négrier, acheter du vin et du pain. Et donc c'est ce que je fais. Et je crois à Cheikh Raymond, que évidemment je connaissais parce que mon père l'adorait. Ma famille l'adorait. Moi j'ai vu mon père pleurer en écoutant Cheikh Raymond, hein, comme d'autres. Et il est tombé sous mes yeux, mais vraiment sous mes yeux, et ça a été terrible. Il y a 2 hommes qui l'ont tué à bout portant et qui se sont enfuis. Et j'ai vu la douleur d'Enrico Macias qui est venu très très vite sur les lieux, Gaston, hein, et de son frère, Et vous savez, quand on a 10 ans, entendre des hommes hurler de douleur devant un homme abattu et que je connaissais, qui était une légende. La comparaison peut paraître un petit peu saugrenue, mais imaginez Johnny aujourd'hui qui représente quelque chose, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, qui représente quelque chose en France et en Europe. Hein. Imaginez se faire assassiner. Voilà. Eh bien, c'était un peu ce qui s'est passé. Alors, c'était la musique arabo-andalouse, c'est pas la musique de Johnny, mais c'était un petit peu la même chose. On va écouter justement Enrico avec cette ville Vous dites Constantine, c'est toujours ma ville, ou c'est ma ville, c'est Paris aujourd'hui? C'est quoi Constantine pour vous? C'est ma ville de naissance, point. C'est votre ville de naissance. Vous y êtes retourné une fois? Une seule vous le dites fois, dans le livre. Une seule fois. J'ai commis une erreur d'ailleurs. Je suis retourné trop tôt. J'avais 21 ans. Trop tôt et peut-être pas assez accompagné, entouré. Oui, et puis même trop tôt. 10 ans après mon départ, 21 ans, on n'est pas encore fini, si j'ose dire. Voilà. On est un jeune adulte, mais on n'est pas encore tout à fait adulte. Et les souvenirs de guerre ont ressurgi. J'ai même pas eu la force de remonter chez moi, donc c'était trop tôt. Aujourd'hui, vous voulez y retourner? Je n'en éprouve pas. Si vous pouviez, on sait que. Oui. Bah, écoutez, moi, je vais souvent en Tunisie, je vais souvent au Maroc, quand on parle du Maghreb. C'est difficile l'Algérie pour une raison simple. Je sais que d'autres, comme Arcadie par exemple, n'ont pas les mêmes réticences. Et Arcadie a fait un travail que moi, je n'ai pas encore fait. Alexandre Arcadie, qui est par ailleurs mon cousin, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est que moi, j'aurais aimé vivre dans mon Algérie rêvée. Franchement, j'aurais eu 20 ans en Algérie, indépendance acquise, à mon avis, j'aurais tout fait pour rester. Vraiment. Indépendance algérienne, voilà, gouvernement algérien, et j'aurais fait partie de la minorité juive, voilà. Mais j'aurais aimé avoir mon Andalousie à moi. Je ne l'ai pas connue, c'est pas le même siècle, mais franchement, j'aurais aimé. Et tant que c'est pas cette Algérie rêvée, j'ai du mal à y retourner. Paul Amar, Blessure aux éditions Talendier. On en parle ce matin. On a parlé de cette partie comme ça en Algérie du livre. Et puis, il y a toute cette partie aussi, évidemment, professionnelle, parce que vous êtes toujours l'un des journalistes les plus connus de France. Il y a le 20h, il y a toutes ces grandes émissions, principalement sur le service public. Hein. Vous avez fait toute votre carrière sur le service public. Quasiment. Avec 2 passages dans le privé, c'est 1 an à TF1 pour Le Monde de Léa. Et 10 ans à Paris Première pour Recto Verso, où là, j'étais loin du journalisme politique. J'interviewais des artistes, ça a été un bonheur. Vous étiez bien, total. ouais. Ah, là, oui. Nous, en tant que spectateurs, on vous sentait très bien. C'est une très belle émission, hyper agréable. Et dans le livre, vous le dites aussi clairement. Le 20h, par contre, c'est une autre paire de manches. On le sait, nous qui sommes dans le métier, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'est pas présentateur du 20h d'un grand journal, je crois qu'on ne peut pas savoir ce que c'est. En pression, en jalousie, il faut le dire, en plein de choses qui font que ce n'est pas aussi facile que ce qu'on peut imaginer. Non, il y a une pression
absolument inouïe. Il y avait, c'est moins vrai aujourd'hui, Oui. avec la multiplicité de l'offre, avec la multiplicité des chaînes d'infos notamment, la pression est moins forte. Et le journal s'est un petit peu banalisé, il est moins sacré, ou moins sacralisé en tout cas qu'il ne l'a été. Et c'est très bien, vraiment c'est très très bien. Mais à l'époque, et encore plus avant la présentation du 20h, bien avant, au temps de l'ORTF, le journaliste qui présentait le 20h avait un pouvoir considérable, et surtout ceux qui le dirigeaient avaient un pouvoir considérable. Oui. Voilà, c'est moins vrai aujourd'hui. Il y a plein d'anecdotes, évidemment, des anecdotes plus ou moins sympathiques suivant les personnes qui sont citées. Il y a Christine Ockrent, qui n'a pas été hyper tendre non, avec mais ça, mais bon. Vous employez le bon terme, c'est anecdotique. Oui, comme je raconte mon parcours et je revisite. Alors, c'est une histoire politique de la France que je propose, c'est mon histoire, mais c'est aussi une histoire médiatique. Oui. Je revisite un petit peu mon parcours. Voilà. Mais vous avez raison de dire que c'est anecdotique. Comme j'ai voulu être très transparent et très honnête, voilà, je raconte pas tout, mais presque tout. Enfin, non, voilà, vous racontez les points importants de votre carrière. Elle arrive et moi je dirige le service politique, j'avais animé les soirées électorales et elle me fait un compliment et moi je m'étais réjoui de son retour, mais vraiment, vraiment, grande dame, très grande professionnelle, et je dis toujours aujourd'hui. Mais bon, après le compliment, à mon avis sincère d'ailleurs, elle me dit, voilà, il n'y aura plus d'éditoriaux dans le journal de 20h. Et voilà, c'est ce que je raconte. Après, je comprends pourquoi. Je comprends les liens parfois incestueux entre certains journalistes et les politiques. Et puis, et pourquoi je parle de cet épisode ? Tout simplement pour dire qu'ensuite, j'avais du temps. Et donc, je suis allé à Châteauroux, une ville de province. Oui, vous avez vécu plusieurs semaines, 2 mois, une immersion pour écrire un livre, Scène de la vie de province, justement. Mais c'est l'épisode Ockrent, c'est 10 lignes. C'est simplement pour parler de Châteauroux. Alors, voilà. mais comme vous connaissez le métier encore mieux que moi, Paul Amar, je sais que chez certains de mes confrères, ils vont retenir les 10 lignes de Christine Ockrent et ils vont retenir les 15 lignes d'El Kabbach. Surtout. Alors, en tout cas, je vous remercie. Moi, je vous remercie d'avoir commencé par le vrai commencement, c'est-à-dire d'avoir commencé par le thème du livre qui porte sur la résurgence de l'antisémitisme en France. Voilà. Donc, je réponds aux questions. Alors, c'est vrai qu'il y a un décalage entre... Vous savez, en ce moment, depuis 1 mois et demi, je fais un véritable tour de France. Et c'est extraordinaire l'accueil qui est réservé à ce livre, notamment dans les villes de province et par la communauté non juive, clairement française non juive. Et je vous assure que très peu de questions me sont posées sur cet épisode-là. Très peu. Ce qui les intéresse, c'est les tensions raciales, les tensions sociales, les tensions économiques, les tensions communautaires. Ce qui les intéresse, c'est mon regard sur ces tensions et la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce livre. Voilà. C'est l'épisode El Kabbach, mais les Parisiens raffolent, vous le savez bien. Oui, les médias parisiens raffolent de ces clashs. Voilà, c'est téléclash aujourd'hui. Pour faire le buzz, il faut parler du clash. Alors, quand on ne parle que du clash, moi, ça m'attriste un peu parce que c'est réducteur. Quand on parle du clash, et je réponds aux questions, je ne suis pas langue de bois, mais quand on parle du clash, mais quand on parle aussi du thème du livre, alors ça me va parce que je réponds aux questions. Donc, je réponds aux questions. Donc, voilà. Mais là, c'est 15 lignes, l'histoire d'El Kabbach dans le livre. J'ai envie de dire, ce qui est plus intéressant, en tout cas pour nous, c'est aussi l'affaire du débat Le Pen Tapis, non pas pour pour le débat en lui-même et pour revenir à cette sorte de grande box, machin, mais parce que quand on apprend ce qui s'est passé dans la journée, pour vous... Et ben voilà, on décrypte nettement mieux ce qui s'est passé ce soir-là. C'est la première fois que j'en parle, vous savez. Mais oui, mais c'est pour ça. C'est la première fois, alors que... mais il aurait fallu en parler plus tôt, un journaliste m'a dit, c'est un règlement de compte. Non, parce qu'un règlement de compte, d'abord, c'est à chaud. Et franchement, j'aurais pu le dire quand El Kabbach était à terre, quand Sarkozy, qui le protégeait, et Balladur, que El Kabbach soutenait, ont perdu les élections en 95. À ce moment-là, j'aurais pu le dire. Voilà, je ne l'ai pas fait parce que c'était derrière moi. Mais si j'en parle uniquement parce que... Cet épisode-là illustre le trouble dont je parlais au début de notre rencontre, ce trouble que je ressentais depuis le début des années 80 et qui a atteint son point culminant en 94. Je raconte cette fameuse journée qui a abouti à ce geste si insolite, les gants de boxe. Mais je raconte aussi ce qui s'est passé avant. Et c'est très important de contextualiser en quelque sorte. C'est que quand... j'ai le temps ou pas de le dire ? Vous avez le temps, Paul. Parce que c'est important. Moi, j'ai toujours fait du journalisme politique, ou à l'étranger ou en France. Et puis un jour, Philippe Guillaume, feu Philippe Guillaume, et Dominique Alduy, qui dirigeait France 3, me propose le 19-20 de présenter. J'étais surpris d'ailleurs, parce que je ne m'étais pas du tout programmé pour la présentation. Puis quand Hervé Bourges me propose le 20h, 2 ans plus tard. Donc pendant 4 ans, je présente le 19-20 puis le 20h. Je leur avais demandé une seule chose, une seule. Je leur avais dit la chose suivante. Parce qu'Hervé Bourges me demandait aussi d'animer les soirées électorales. Je leur avais dit, les soirées électorales, aucun problème. Jean-Marie Le Pen sera là, il sera au milieu de contradicteurs. Moi, je serai le passeur, entre les uns et les autres.
Mais quand vous me demanderez d'interviewer Jean-Marie Le Pen, ça me pose un problème. Pourquoi ? Parce que Jean-Marie Le Pen cite mon nom dans ses meetings, comme il cite le nom d'Yvan Levaille, d'Anne Sinclair ou d'autres personnalités supposées juives. De Patrick Bruel et des artistes, etc. Comme il a cité, ça m'avait frappé d'ailleurs, le choc pour moi ça a été ça, dans l'heure de vérité, quand il avait dit « j'ai le droit », en réponse à une question qui ne lui était pas posée, de ne pas aimer Chagall, Simone Veil et Mendès France, comme par hasard. Donc je leur avais dit la chose suivante, soirée électorale, pas de problème. Mais je veux éviter le face-à-face, parce que s'il m'insulte comme le fait Minute, qui me traitait de rabbin, sans me demander si j'étais pratiquant, s'il m'insulte, moi je suis présentateur d'un journal qui appartient à la rédaction, qui appartient à l'antenne, qui n'est pas mon journal. Je vais pas sachez, président, je vais m'adresser à Bourges, ou à Dominique Algy, directrice générale, que je ne me laisserai pas insulter. Et donc, si je suis insulté, si je réponds, je fragilise la rédaction, je fragilise l'antenne, et du coup, on en a fait une affaire personnelle, et Jean-Marie Le Pen sera ravi parce qu'il y aura un incident dont il fera les gorges chaudes. D'ailleurs, c'est si vrai que Marine Le Pen, alors que je ne suis plus dans le circuit politique depuis très longtemps, récemment, face à Pujadas, a dit « Vous n'avez pas invité Paul Amar et ses grandes box comme par hasard. » Comme par hasard. Donc, Hervé Bourges et Dominique Alby ont l'intelligence de comprendre. Et Hervé Bourges me dit, quand Jean-Marie Le Pen viendra au journal de 20h, ce sera Bruno Mazur qui est l'intervieweur. En alternance avec Bruno pendant Mazur. 4 ans, on évite le face-à-face. Ça veut dire qu'on évite l'incident. Et c'était parfait. Ça n'empêchait pas Jean-Marie Le Pen d'être invité à France 2 ou à France 3. Mais enfin, vous en parlez aussi dans tout le livre de la responsabilité clairement des médias de la montée, de certains médias en tout cas, de la montée de Le Pen et du Front National. Ça, et pour rappeler le contexte, quand je le dis à Jean-Pierre Elkabbach, bien avant l'histoire des grandes boxes, bien avant ce fameux débat, il me dit, moi je n'en ai rien à faire. Je ne vais pas répéter la phrase terrible que je cite dans le livre, c'est parce que ça suffit, on a assez polémiqué, mais il n'en avait rien à faire. Et quand on m'impose ce fameux débat, je répète, je dis aux hommes d'Elkabbach, donnez-le à Mazur. Non, ce sera 3. C'était clairement pour me fragiliser, c'était clairement pour obtenir un incident, c'était clairement pour me faire partir, parce qu'il faut savoir aussi, les médias, les journalistes parisiens ne parlent que des grandes boxes et de Jean-Marie Le Pen. Mais il faut savoir que dans les 6 mois qui ont précédé ce fameux débat, Jean-Pierre Elkabbach nous a posé des ministres quasiment tous les 2 soirs. Donc voilà, quoi. Ça, c'est clair. Oui, vous avez bien retrouvé votre liberté de parole, Paul Amar, on est d'accord. Alors, on va revenir aussi au cœur du livre. Certains journalistes, j'ai envie de dire, en prennent pour leur grade, mais voilà. Et il y a aussi des artistes, entre guillemets, sur lesquels vous revenez. Il y a tout un chapitre sur Fabrice Lucchini, qu'on sent que vous aimez beaucoup, comme nous. Mais c'est vrai, et je le dis comme moi aussi, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi Lucchini met en scène tout le temps Céline. Et vous le dites de manière très intelligente dans le livre. Alors, d'abord, je dis, parce que c'est ombre et lumière, il y a la lumière aussi dans ce que je raconte, c'est que je dis le bonheur que j'ai eu à accueillir tous ces artistes, et justement pour une raison, notamment, pour une raison profonde, c'est qu'ils m'ont fait oublier Le Pen. Ils m'ont fait oublier Dieudonné. Ça vous a fait du bien. Et ça m'a fait du bien, c'était l'Oasis. Voilà, c'était l'Oasis. C'est un mot cher à Stendhal. Et je reçois Lucchini. D'abord, on fait une première émission magnifique. Et puis, ça se passe si bien, et je pense, et je continue de penser, parce que je veux faire preuve de discernement, que c'est un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Clairement, je le pense vraiment. Et donc, on décide de faire une deuxième émission parce qu'il est au théâtre. Et là, pour le coup, je vais le voir au théâtre, et là, j'ai un choc. C'est comme avec Le Pen et Chagall, Mendès France et Simone Veil, j'ai un choc. C'est-à-dire que quand il lit Flaubert sur scène, Chateaubriand ou La Fontaine, en tout cas La Fontaine, je le sais, je m'en souviens, ou Émile Zola, il est remarquable. Zola, je ne sais pas, je ne sais plus, faudrait que je vérifie. On va chercher. Oui. Il est remarquable de talent. Et j'applaudis. Et tout d'un coup, je le découvre en Céline. Quand je dis je le découvre, il lit du Céline, mais il ne se contente pas de lire. Il est Céline. Ouais. Il y a même une ressemblance physique qui est absolument incroyable. Et quand on fait l'émission, je lui dis mon trouble, et il n'apprécie pas. Il réagit mal. D'ailleurs, c'est un message que j'adresse au cher Fabrice. Fabrice, si vous nous regardez. Qui, quand vous êtes sur un plateau, vous taillez des costards à la terre entière avec un talent inouï qui fait rire le monde entier, mais qui n'aime pas être égratigné. Et d'ailleurs, c'était pas trop un reproche que je lui faisais, c'était une interrogation. Une incompréhension. Bravo. C'était une incompréhension. Mais bon, alors du coup, l'incompréhension a duré. Et je constate simplement que depuis, on ne se voit plus. D'ailleurs, selon sa volonté. Et je constate qu'il est plus que jamais Céline, quoi. Il adore Céline, il n'arrête pas de lui rendre hommage. On ne comprend toujours pas. Non. Voilà, il a fait partie de ceux qui ont tenté de réhabiliter Céline, comme d'autres tentent aujourd'hui de réhabiliter Pétain. Eh ben, chapeau. Hein. Vous en dites quoi, justement, de celui qui tente de réhabiliter Pétain ? Je suis atterré, mais atterré.
Je ne comprends pas, ou je comprends trop bien. Je pense que Il est ce dangereux garçon... selon vous? Ah oui, aujourd'hui, oui. Oui. Ah oui, clairement. Vous savez, on peut penser ce qu'on veut. Mais quand on est ce qu'on appelle un relais d'opinion, et Dieu sait s'il l'est, quand on a une tribune chez Ruquier pendant plusieurs années, quand on a une tribune à RTL le matin, quand on travaille pour le Figaro, quand on est multicarte comme ça, forcément, on a une influence auprès de l'opinion publique. Et je pense qu'il porte une très lourde responsabilité. Alors, il pense ce qu'il veut, il est à droite, il est à l'extrême droite, c'est son problème. Il roule manifestement pour Marine Le Pen, c'est son problème. Mais quand il tente de réhabiliter Pétain, quand il oublie que des Juifs ont été déportés, exterminés, gazés, et quand il passe sous silence... Alors, je vais un peu trop vite parce que je n'ai pas lu le livre, mais la phrase, il l'a bien dite. Oui, Pétain sauvait des Juifs. Oui, oui, tout à fait. Alors, je le renverrai volontiers au mot de Pasqua. Et Dieu sait si Éric Zemmour a été proche de Pasqua. Ah bah, Pasqua qui est plus qu'atterré. Moi, je suis poli quand je dis atterré. Hein. Pasqua qui est choqué et scandalisé que Éric Zemmour tente de réhabiliter Pétain. Mais ça fait partie du même mouvement. Vous savez, il y a actuellement je vais mettre ce mot entre guillemets, des intellectuels, des journalistes, voilà, des gens qui parlent et qui ont des tribunes et qui déroulent un tapis rouge et qui préparent l'accession de Marine Le Pen à la présidence de la République française. L'enjeu, il est là. Il ne faut pas se tromper. Quand Ménard accueille dans sa ville Zemmour comme un héros, l'enjeu, il est là et Zemmour roule clairement pour Marine Le Pen, qu'il le dise. Au moins qu'il ait le courage de le dire. Il roule pour l'extrême droite, il roule pour Jean-Marie Le Pen. Il aurait peut-être préféré s'appeler Dupont ou Dupont-Lajoie, je ne sais pas. Il a un problème avec son nom ou avec sa propre identité ou avec son mal-être. Mais là, j'avoue que j'ai dit atterrir, je vais rester sur ce terme-là. On va rester sur ce terme-là. On va continuer à parler, Paul Amart, du livre et de ce qui fait aussi l'enquête, hein, vous l'avez dit, l'enquête journalistique, avec à la fois certains épisodes qui sont des épisodes que vous avez vécus, et puis d'autres qui sont des épisodes que la France a vécus, comme Dieudonné, comme les manifestations Jour de colère dont vous parlez, dont évidemment Ilan Halimi. Il y a plusieurs chapitres du livre qui se déroulent dans ce square, Ilan Halimi, où vous allez et où vous voyez. Oui, c'était le vœu de... Je vais essayer de maîtriser mon émotion parce que j'ai été bouleversé, mais vraiment bouleversé. Je pense qu'il y a deux moments qui nous ont bouleversés en France. Pour ne parler que de la France, c'est la mort d'Ilan Halimi et la mort de ses enfants de Toulouse. Moi, j'étais bouleversé. Et je pense que ces deux événements m'ont incité à écrire ce livre. Au fond, c'est ça. Quand je dis que ça me renvoie à mon enfance, ça me renvoie à mon enfance. J'ai pas les mots, pardon, j'ai pas les mots parce que l'émotion est extrêmement forte, parce que c'est tellement incompréhensible, sauf à mettre sur le compte de la barbarie, de la folie humaine. Vous vous rendez compte que Ilan Halimi a été séduit par une beurette? Vous vous rendez compte? C'est comme Gourdel qui va en Algérie parce qu'il aime l'Algérie et il n'en revient pas parce que des Algériens l'ont décapité. On peut dire son amour pour l'autre, et l'autre, que fait-il? Il sort sa dague et il vous poignarde. Voilà. Moi, je me sens trahi. Pour aller dans un registre moins dramatique, je choisis la musique de Zebda pour une émission, Le Monde de Léa. Motivé. Je choisis la musique de Zebda. Je pense que j'ai jamais été encarté, j'ai jamais pris parti, j'ai jamais été militant. Mais je reconnais que quand même, tout au long de mon parcours professionnel, il m'est arrivé, on me l'a assez reproché d'ailleurs, de mettre en avant des convictions humanistes. Voilà. Oui. C'est au nom de cet humanisme-là que moi, parfois, j'ai essayé de faire dialoguer Leila Chaïd et l'ambassadeur israélien. J'ai même fait dialoguer pour la première fois, parce que je ne connaissais pas encore Tariq Ramadan et Bernard-Henri Lévy. Oui. Bon, c'est parce, c'est parce que j'ai subi la guerre que je milite, mais je milite d'une façon obsessionnelle pour la paix, pour la fraternité entre les uns et les autres. Et quand des salopards, des barbares enlèvent Ilan Halimi, qui n'a rien fait, ils vendaient des téléphones. Quand un salopard, Mohamed Merah, se met à tuer, après avoir tué quand même des jeunes militaires, hein, et il se met à tuer des enfants, que voulez-vous dire? Les mots me manquent. Vous les avez trouvés quand même dans le livre. Je les ai trouvés pour tenter de comprendre, et c'est vrai que j'ai été dans ce square Ilan Halimi le jour de l'inauguration, et c'est vrai que j'y suis retourné souvent.
seul. C'est pas très loin de chez moi. Je salue ma consoeur Karen Taïeb, d'ailleurs, si elle écoute, parce que c'est grâce à elle et à l'action de la mairie de Paris qui est ce square, qui est un beau lieu important. Voilà, pour la mémoire du village. Je m'y suis posé un jour et j'étais en train d'écrire ce livre. J'y suis resté toute la journée. Je suis même resté après la fermeture. Et je raconte dans ce livre que c'était terrible parce que ce jour-là, le square était fermé aux enfants. Il y avait des travaux, il n'y avait pas d'enfants, mais il y avait des jeunes couples, il y avait des jeunes, il y avait une mamie qui lisait son livre. Et je vous assure que j'avais dans ce square, je n'invente rien. Il y avait dans ce square le concentré de la France aujourd'hui, si diverse. Et d'ailleurs, il y avait des jeunes, ce qui devrait nous obliger à faire preuve de discernement, surtout de tolérance. Il y avait des jeunes tout jeunes adolescents, qui parlaient très bas, parce qu'ils ne voulaient pas déranger la mamie qui lisait. Il y avait un trio où il y avait une Française, un jeune homme d'origine maghrébine et un autre jeune homme. Il y avait une Italienne qui était au téléphone sans arrêt, manifestement, c'était une passion amoureuse. Et donc, il y avait ce concentré à la fois de la France et de l'Europe, mais si paisible, et qui contrastait avec l'assassinat de Ilan Halimi. On n'a pas le droit d'être à ce point barbare dans un pays qui s'appelle la France. On n'a pas le droit. La France, justement, cette France qu'on aime, vous auriez envie de lui dire quoi, cette France qui écoute, et aussi à la communauté qui écoute ce matin et qui, comme vous, est en détresse depuis des années, a peur parfois, se pose des questions parfois, part parfois en Israël ou ailleurs, se dire que là-bas, ils seront peut-être plus tranquilles. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à travers ce livre et à la communauté française majoritaire, non juive, d'ailleurs, ce livre s'adresse surtout à elle, vraiment. Parce que la communauté française d'origine juive comprend ce que j'écris, ressent ce que j'écris. Mais ce livre s'adresse surtout aux non-juifs pour qu'ils comprennent vraiment, parce qu'ils ont tendance parfois, ou certains, à la minimiser, à la sous-estimer, qu'ils comprennent la détresse d'une communauté. Une communauté d'origine européenne, juive d'origine européenne, traumatisée définitivement par la Shoah. Une communauté d'origine maghrébine, juive maghrébine, traumatisée, je ne parle que des juifs d'Algérie, parce que le Maroc et la Tunisie, c'est différent. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Traumatisée par l'exil et par la tragédie algérienne. Je voudrais leur dire qu'ils comprennent, je voudrais leur demander de comprendre cette détresse, de comprendre cette angoisse qui pousse aujourd'hui, et c'est forcément un échec, des Français qui sont installés peut-être depuis des siècles ici, à quitter la France pour d'autres pays. Ça dit quelque chose, ça dit une peur, ça dit une inquiétude. Et à la communauté juive, je voudrais simplement, c'est aussi un message que j'adresse, lui demander de ne pas se replier sur elle-même. Sur le départ, je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il entend faire. En revanche, pour ceux qui restent, et celles qui restent, qui décident de rester, d'abord de ne pas tomber dans ce traquenard tendu par l'antisémite, qui en stigmatisant, d'abord en désignant le juif, qui en le stigmatisant, va le faire douter de sa propre identité, de sa propre place dans la société, et va peut-être le faire, essayer en tout cas de le faire réagir comme juif. Surtout pas, surtout pas. Nous sommes d'abord, je le dis sur RCJ, c'est pas neutre si je le dis ici, nous sommes d'abord français. Quand on décide d'être juif, vous savez, vous connaissez la blague que tout le monde connaît. Quand deux juifs se rencontrent, il y a 3 points de vue qui s'expriment. Oui. Et pour avoir discuté avec la directrice d'antenne juste avant l'antenne, je constate que vous êtes divisé en 4 sur cette fréquence. Oui. Et il y a une autre blague, pour se détendre un peu. Il y a quelqu'un qui un jour s'étonne de la présence de la construction de 2 synagogues, alors qu'il n'y a qu'un seul juif sur une île, et il y a 2 synagogues. Et le juif lui répond, c'est pour pas aller dans l'autre. Donc, celle où je prie, celle où je prie pas. C'est pour dire à quel point la communauté juive française est diverse. Elle peut être religieuse, elle peut être pratiquante, elle peut être laïque, elle peut être de gauche, elle peut être de droite. Attendez. Éric Zemmour, pardon, c'est dans le propos que je tiens, c'est dans la suite du propos. Éric Zemmour vient de rendre un service, il ne le sait pas, mais je vais le lui dire, à la communauté juive. C'est qu'il met Dieudonné au chômage technique. Dieudonné ne pourra plus parler de lobby juif. Quand on voit Serge Moati qui dit « j'aime Le Pen », Éric Zemmour qui dit « Pétain est mon héros », Amar qui dit autre chose, je pense que là, le cliché lobby juif vole en éclats. Donc, la communauté juive française, en tout cas, moi, c'est le message que je veux leur adresser, ne doit pas se replier sur elle-même. Si elle veut être religieuse pratiquante, sphère privée. Elle n'a pas à faire, d'ailleurs, elle ne fait jamais de prosélytisme, contrairement à d'autres religions. Mais elle ne doit pas tomber dans ce piège. Et elle doit marcher haute et fière. Elle doit parler haut et fier. Voilà, simplement. Et je pense que là, c'est aussi le message que je veux adresser dans ce livre. C'est pour ça que votre livre va lui faire du bien.
moi, il m'a fait du bien de l'exprimer. S'il peut faire du bien à ceux qui sont en détresse, alors vraiment volontiers. Voilà, j'aurais fait ma BA. Bon, c'est plus qu'une BA. C'est un très joli. Je ne sais pas si le terme joli est adapté, mais en tout cas, c'est un livre extrêmement important. Blessure, c'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup, Paul-Aimar. Il faut que je vous dise merci parce que si je suis derrière ce micro aussi, c'est parce qu'à force de regarder des gens comme vous à la télé ou comme Anne Sinclair, vous nous avez donné envie de faire ce beau métier. Donc merci beaucoup. Sandrine. Merci à bientôt. pour cet accueil.